Le 15 octobre 1821, dans les landes reculées du Yorkshire, dans le nord de l'Angleterre, le docteur Edmund Harwick arriva à l'asile privé de Thornfield pour examiner un cas qui allait remettre en question tout ce que le corps médical comprenait de la physiologie et de la linguistique humaine. La patiente 47, comme elle était désignée dans les dossiers de l'asile, avait été découverte 3 semaines auparavant, errant sur les landes désolées dans un état de délire apparent, parlant une langue qu'aucun érudit ne pouvait identifier. L'examen médical initial mené par le docteur Harwick ne révéla aucune anomalie physique. Sa taille, son poids et ses signes vitaux se situaient tous dans les paramètres normaux pour une jeune fille d'environ 14 ans. Pourtant, lorsqu'il plaça son stéthoscope contre son crâne, comme c'était la pratique courante lors d'un examen phrénologique, il détecta des vibrations ne ressemblant à rien de ce qui était documenté dans la littérature médicale, des oscillations qui semblaient résonner à des fréquences qui faisaient chanter ses instruments. Mais avant de plonger dans ce cauchemar, laissez un commentaire en bas et dites-moi d'où vous regardez et quelle heure il est chez vous en ce moment. Et si vous êtes nouveau ici et que vous aimez les histoires qui donnent des frissons, appuyez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous voudrez être notifié quand le prochain sortira. Maintenant, commençons. Ce qui se passa ensuite à l'asile de Thornfield allait fondamentalement altérer la compréhension de la capacité linguistique humaine et défier les limites mêmes de ce qui était considéré comme physiquement possible. Le 22 octobre, le docteur Harwick avait épuisé sa propre expertise considérable et convoqua le professeur Aldrich Pemberton du département de philologie comparée d'Oxford, ainsi que son collègue, le docteur James Worthington, qui avait passé des décennies à cataloguer les langues aborigènes à travers l'Empire britannique. Les 2 hommes arrivèrent en s'attendant à trouver peut-être un cas de glossolalie ou un dialecte obscur d'un coin reculé du monde, mais ce qu'ils rencontrèrent dans les froides chambres de pierre de Thornfield défiait toute explication rationnelle. La patiente 47 était assise, parfaitement immobile dans sa cellule, ses lèvres bougeant selon des motifs qui produisaient des sons qu'aucune gorge humaine n'aurait dû être capable de générer, non pas de simples phonèmes étrangers, mais des phénomènes acoustiques qui existaient en dehors de la gamme établie de la vocalisation humaine. Les premières tentatives de transcription du professeur Pemberton échouèrent de manière catastrophique lorsqu'il réalisa que la jeune fille produisait des fréquences multitonales simultanées, créant des harmoniques qui résonnaient à 17 000 Hz et au-delà, bien au-delà de la capacité humaine normale de 4 000 Hz. Encore plus troublante fut la découverte du docteur Worthington, faite en analysant les enregistrements sur cylindre de cire, que certaines syllabes contenaient des composantes infrasoniques en dessous de 20 Hz, des fréquences qui induisaient une anxiété et des nausées inexpliquées chez quiconque écoutait l'enregistrement. L'analyse mathématique révéla quelque chose d'encore plus troublant. La structure syntaxique de ces énoncés suivait des motifs géométriques non euclidiens, avec des boucles récursives imbriquées qui créaient du sens par des relations dimensionnelles plutôt que par une progression linéaire. Chaque phrase contenait des séquences de nombres premiers qui, une fois cartographiées phonétiquement, produisaient des calculs qui ne seraient pas formellement reconnus par les mathématiques avant un autre siècle. Le personnel de l'asile commença à signaler des phénomènes dérangeants dans les jours qui suivirent l'examen linguistique. Des infirmières se plaignaient d'entendre la voix de la jeune fille résonner à travers les murs alors qu'elle ne parlait pas. Des infirmiers se surprenaient à imiter involontairement des fragments de ses vocalisations, et le docteur Harwick nota dans son journal qu'il avait commencé à rêver de motifs géométriques dont le souvenir était douloureux au réveil. La température dans la cellule de la patiente 47 était constamment de 5 degrés inférieure à celle des pièces environnantes, bien qu'elles partagent le même système de chauffage, et de la buée se condensait sur les fenêtres en motifs cristallins élaborés chaque fois qu'elle parlait
pendant de longues périodes. Le plus alarmant de tout fut l'incident du 28 octobre, lorsque la surveillante de nuit Elizabeth Crowe fut découverte dans un état catatonique devant la cellule de la jeune fille, les yeux révulsés, sa gorge produisant de faibles approximations des sons impossibles, bien qu'un examen médical ultérieur ait révélé que son larynx avait été d'une manière ou d'une autre restructuré d'une façon qui aurait dû nécessiter une intervention chirurgicale. Le rapport final du professeur Pemberton, soumis à la Société royale de médecine mais jamais publié, se concluait par un avertissement qui s'avérerait prophétique. Il ne s'agit pas simplement d'un cas de langue inconnue, mais plutôt de la preuve d'une interaction humaine avec une forme de communication qui trouve son origine en dehors de notre compréhension de la réalité physique elle-même. Pour comprendre l'ampleur de ce qui se déroulait à Thornfield, le docteur Harwick lança une enquête sur les origines de la patiente 47, qui allait découvrir une série de disparitions remontant à plusieurs siècles. La jeune fille avait été trouvée près des ruines de Blackmoor, un village qui n'apparaissait sur aucune carte contemporaine, bien que des références à celui-ci existaient dans les registres paroissiaux du Yorkshire datant du XVe siècle. Lorsque l'assistant de Harwick, Thomas Ashford, se rendit sur le site le 3 novembre 1821, il ne découvrit pas seulement une colonie abandonnée, mais un lieu où l'abandon lui-même semblait avoir été soudain et absolu, des tables encore dressées avec des assiettes en étain vertes de vert-de-gris, des vêtements suspendus à des cordes maintenant pourries en fils, et le plus troublant de tout, une église dont les registres s'arrêtaient brusquement au milieu d'une phrase le 19 septembre 1819, la dernière entrée lisant « Les pierres chantent en ce soir, et les enfants répondent dans des langues de… » le reste étant perdu sous une tache d'encre qui semblait délibérée plutôt qu'accidentelle. Les bergers locaux des vallées voisines, pressés avec suffisamment de pièces et de whisky, parlaient à contre-cœur de lumière qui avait dansé au-dessus de Blackmoor pendant 3 nuits avant la disparition du village, les décrivant comme des étoiles froides qui se déplaçaient contre nature et des sons qui faisaient naître aux brebis des agneaux morts avec trop d'yeux. L'étude géologique commandée par le docteur Harwick révéla que Blackmoor se situait à la convergence exacte de 3 cercles de pierre pré-chrétiens, chacun plus ancien que Stonehenge selon les méthodes de datation archéologique disponibles, et chacun portant des symboles gravés que le professeur Pemberton reconnut avec une alarme croissante comme ayant des similitudes structurelles avec le système de notation qu'il avait développé pour transcrire les vocalisations de la patiente 47. Mais ce qui transforma la curiosité scientifique en une véritable terreur fut la découverte d'Ashford dans les archives restreintes de la cathédrale de York Minster. Un manuscrit de 1348 décrivant une jeune fille trouvée après que la peste noire eut ravagé la région, une enfant qui parlait dans les langues des espaces entre le ciel et la terre, et dont la présence avait précédé la disparition complète du monastère de Whitby. Le récit médiéval, écrit par un moine nommé frère François, décrivait des symptômes identiques à ceux présentés par la patiente 47, les vocalisations impossibles, les anomalies de température, et le plus révélateur, la façon dont son discours semblait dérouler la réalité comme un parchemin lu à l'envers. Encore plus troublantes étaient les notes marginales ajoutées par différentes mains au fil des siècles, chacune notant des cas similaires en 1423, 1571 et 1694, toujours des jeunes filles, toujours trouvées près d'anciens sites de pierre, parlant toujours la même langue impossible, et précédant toujours des disparitions localisées que les archives officielles ignoraient ou masquaient délibérément. L'archevêque de York, discrètement consulté, fournit au docteur Harwick l'accès à une correspondance scellée du Vatican datant de 1572, avertissant de la manifestation récurrente de la lingua praeter,
la langue d'au-delà, et donnant des instructions pour que de tels cas soient contenus par des méthodes qui ne doivent jamais être consignées par écrit, de peur que la connaissance elle-même ne devienne une porte. Les événements du 15 novembre 1821 marquèrent le début de ce que le docteur Harwick qualifierait plus tard de épisode de transformation. Des phénomènes si extraordinaires que plusieurs témoins nécessiteraient par la suite un internement en asile. Au cours de ce qui commença comme un examen matinal de routine, la patiente 47 entra dans un état qui défiait toute compréhension médicale. Ses pupilles se dilatèrent jusqu'à ce que ses yeux paraissent entièrement noirs. Sa peau prit une qualité translucide qui permettait aux observateurs de voir le mouvement ombrageux du sang à travers les vaisseaux sous-cutanés, et, de manière des plus impossibles, ses cheveux commencèrent à bouger comme s'ils étaient suspendus dans l'eau malgré l'air immobile de la salle d'examen. Le thermomètre fixé au mur, un instrument allemand de précision que le docteur Harwick avait importé à grands frais, chuta de 62 degrés Fahrenheit à 40 et 1 degré en l'espace de 30 secondes, provoquant la formation de givre sur les fenêtres malgré le brasero de charbon qui brûlait régulièrement dans le coin. Alors que la jeune fille se mit à parler dans sa langue impossible, la résonance de ses vocalisations créa des ondes stationnaires visibles dans les grains de poussière suspendus dans la lumière du matin, des motifs géométriques dont la perception directe était douloureuse, et 3 instruments médicaux, un sphygmomanomètre en laiton, un marteau à percussion et, de manière plus remarquable, une table d'examen de 200 livres, commencèrent à bouger sans aucun contact physique, glissant sur le sol selon des motifs qui correspondaient au rythme de ses énoncés. La boussole magnétique que le docteur Harwick utilisait pour tester des théories électromagnétiques se mit à tourner follement avant que son aiguille ne fonde en une gouttelette de fer parfaitement sphérique qui défiait la gravité en flottant à 3 pouces au-dessus de son boîtier. Encore plus troublantes que ces impossibilités physiques furent les visions partagées vécues simultanément par les 7 membres du personnel présents lors de l'épisode du 18 novembre, chacun décrivant indépendamment, avant d'être autorisé à se concerter, les mêmes scènes horrifiantes, de vastes espaces remplis de structures architecturales ne suivant aucune géométrie terrestre, des cités construites à partir de matériaux qui semblaient à la fois organiques et cristallins, et, le plus terrifiant, des choses qui se déplaçaient entre les bâtiments et qu'on ne pouvait proprement appeler créatures, car elles semblaient exister dans plus de dimensions que la perception humaine ne pouvait en traiter. Le témoignage de l'infirmière Catherine Blackwood, consigné dans le journal du docteur Harwick, décrivait avoir vu des équations mathématiques suspendues dans l'air comme des êtres vivants, se tordant et engendrant des théorèmes plus complexes que mes yeux saignaient à suivre, tandis que l'infirmier James Morrison rapportait que les murs devinrent transparents, et je pouvais voir à travers eux des espaces qui n'étaient pas derrière eux mais plutôt à côté d'eux, dans des directions qui n'existent pas. Les épisodes de transformation augmentèrent en fréquence et en intensité tout au long de la fin novembre, la température corporelle de la patiente 47 chutant à des niveaux qui auraient dû provoquer une hypothermie mortelle, mais qui ne semblaient lui causer aucune détresse, son rythme cardiaque s'arrêtant parfois pendant plusieurs minutes, alors qu'elle continuait à parler et à bouger normalement, et lors d'une occasion particulièrement troublante, documentée le 24 novembre, son ombre projetée par la lampe à gaz bougea indépendamment de son corps, prenant des formes qui poussèrent le docteur Harwick à écrire « L'ombre nous a montré ce qu'elle était vraiment, et je crains que nous n'observions pas une enfant perturbée, mais plutôt quelque chose portant la forme approximative d'une enfant. » Ce qui rend ce cas particulièrement significatif dans les annales de l'archéologie linguistique, c'est la percée réalisée par le professeur Marcus Blackwood de Cambridge, un érudit dont l'expertise en langue morte l'avait amené à étudier des tablettes cunéiformes
que le British Museum jugeait trop fragmentaires pour être exposés au public. Arrivé à Thornfield, le 2 décembre 1821, le professeur Blackwood apporta avec lui des traductions de textes sumériens antérieurs de milliers d'années aux archives historiques officielles. Des tablettes qui parlaient de « mots d'avant le premier mot » et de « la langue qui a façonné la réalité à partir du néant ». Sa méthodologie était peu orthodoxe. Plutôt que de tenter une traduction directe, il cartographia les fréquences harmoniques des vocalisations de la patiente 47 par rapport aux relations mathématiques trouvées dans les textes astronomiques pré-babyloniens, découvrant, avec une profonde inquiétude, que certains groupes de phonèmes correspondaient exactement à des positions stellaires qui ne seraient pas visibles de la Terre avant 3000 ans. La traduction partielle qu'il obtint le 7 décembre révéla un contenu qui remettait en question l'hypothèse fondamentale selon laquelle la patiente 47 parlait de notre réalité. Ces mots décrivaient des cités de géométrie vivante suspendues dans des espaces où la lumière se déplaçait à l'envers, des paysages où la matière existait dans des états qui violaient les lois de la conservation, et de manière plus troublante, des récits détaillés de lieux qui existaient entre les secondes du temps et dans les angles qui relient les lignes parallèles. L'expression qui apparaissait le plus fréquemment dans ces énoncés, que Blackwood traduisit par « les espaces intermédiaires », était accompagnée de preuves mathématiques démontrant que l'espace tridimensionnel contenait des replis cachés accessibles uniquement par des fréquences acoustiques spécifiques, des fréquences qui correspondaient exactement aux sons impossibles que la jeune fille produisait. Encore plus alarmantes étaient ces références répétées à « ceux qui attendent », des entités qu'elle décrivait non pas comme des êtres mais comme des pensées qui ont acquis leur indépendance des penseurs, existant dans les fondements mathématiques de la réalité elle-même, observant notre monde sous tous les angles et attendant les bonnes clés linguistiques pour leur accorder le passage. La découverte la plus troublante du professeur Blackwood survint lorsqu'il réalisa qu'intégrées dans la structure syntaxique de sa langue se trouvaient des équations mathématiques qui ne seraient formellement découvertes qu'au XXe siècle. Elle employait nonchalamment des concepts équivalents au théorème d'incomplétude de Gödel, décrivait des principes de mécanique quantique qui ne seraient théorisés que 100 ans plus tard et, de manière des plus impossibles, fournissait des solutions à des problèmes mathématiques que les érudits de la Renaissance avaient jugés insolubles. La langue elle-même semblait antérieure non seulement à la civilisation humaine connue, mais possiblement à l'évolution humaine elle-même, contenant des fossiles linguistiques suggérant qu'elle avait été parlée lorsque les configurations continentales de la Terre étaient radicalement différentes, incorporant des termes pour des caractéristiques géologiques qui avaient disparu sous les océans il y a des millions d'années. La dernière séance de traduction du professeur Blackwood, le 11 décembre, se termina brusquement lorsqu'il réussit à comprendre une phrase complète, dont le contenu lui causa une hémorragie cérébrale. Ces derniers mots, enregistrés par le docteur Harwick, furent « Elle ne parle pas d'autre lieu, elle les crée par la parole, et que Dieu nous vienne en aide, quelque chose de l'autre côté est en train d'apprendre à répondre. » La situation à l'asile de Thornfield devint encore plus inquiétante lorsque, le 14 décembre 1821, 3 patients qui n'avaient jamais eu de contact direct avec la patiente 47 se mirent à parler des fragments de sa langue impossible pendant leurs traitements matinaux. Madame Adelaide Thornton, internée pour mélancolie suite à la mort de son mari, cessa soudainement ses pleurs habituels et produisit une série de vocalisations multitonales qui firent vibrer les fenêtres du pavillon C à des fréquences qui rendirent le verre opaque. Thomas Hartley, un ancien soldat souffrant de fatigue de combat, fut découvert debout, rigide dans sa cellule, sa gorge produisant des sons que le docteur Harwick nota comme
semblant émerger des murs eux-mêmes plutôt que de son larynx. Et, plus alarmante encore, Elizabeth Ashworth, âgée de 8 ans et admise pour catalepsie, se mit à écrire des équations avec son propre sang sur le sol, tout en psalmodiant des harmoniques qui firent baisser et augmenter l'intensité des lumières à gaz dans toute l'aile selon des motifs nauséeux. La contagion, comme le personnel médical avait commencé à l'appeler malgré l'absence de preuves de transmission biologique, se propagea parmi la population de l'asile avec une sélectivité qui défiait les modèles épidémiologiques. Elle n'affectait que ceux qui avaient subi un traumatisme psychologique grave, comme si les fractures de leur psyché offraient des points d'entrée à ce qui se propageait dans l'établissement. Le 18 décembre, la structure physique de Thornfield elle-même commença à montrer des signes d'altération impossibles. Des motifs géométriques apparurent, comme brûlés dans les murs de pierre partout où la patiente 47 avait marché. Des dessins qu'il était douloureux de regarder directement et qui semblaient s'étendre dans la pierre selon des angles suggérant une profondeur là où aucune profondeur ne devrait exister, créant des illusions d'optique dont plusieurs membres du personnel affirmèrent qu'elle leur permettait de voir dans les pièces adjacentes à travers des murs solides. Les anomalies temporelles commencèrent subtilement, des montres de poche tournant à l'envers, des bougies brûlant sans consommer de cire, et une correspondance datée de plusieurs jours dans le futur apparaissant dans le courrier du matin. Mais le 20 décembre, le docteur Harwick documenta un incident où l'infirmière Margaret Fielding vieillit de 3 ans en l'espace d'un après-midi, alors qu'elle montait la garde devant la cellule de la patiente 47, ses cheveux grisonnants et sa peau se ridant, tandis qu'elle insistait sur le fait que seules quelques minutes s'étaient écoulées. Les disparitions commencèrent le 22 décembre. D'abord, l'infirmier de nuit, William Crane, s'évanouit entre ces rondes de 2 heures et 3 heures du matin, ne laissant derrière lui que son uniforme plié avec une précision impossible en des formes géométriques qui conservaient leur structure malgré l'absence de moyens de support visibles. Puis, le docteur Jonathan Mills, qui étudiait les motifs mathématiques, entra dans un placard à fournitures et n'en ressortit jamais, bien que sa voix pût être entendue faiblement à travers les murs pendant des jours, comptant des nombres premiers dans une langue qui devenait de plus en plus inhumaine. Le 26 décembre, jour du Boxing Day, un contingent d'hommes arriva de Londres sans un signe officiel, mais porteur de documents, portant le sceau du comité consultatif spécial de la Couronne, un organe gouvernemental dont l'existence n'était pas publiquement reconnue, dirigé par un certain Monsieur Blackstone, qui se présenta uniquement comme un spécialiste des phénomènes contenus, et ordonna immédiatement que l'asile soit scellé, personne n'étant autorisé à entrer ou sortir jusqu'à ce que la situation puisse être correctement classifiée et contrôlée par des méthodes qui sortaient du cadre de la pratique médicale conventionnelle. L'aspect le plus troublant de tous apparut le 28 décembre lorsque le père Antonio Toretti arriva du Vatican, porteur de documents scellés des archives secrètes qui n'avaient pas été ouverts depuis 1672, révélant que l'Église documentait et supprimait des cas identiques depuis près de 5 siècles. Les archives, rédigées en latin ecclésiastique, avec certains passages délibérément obscurcis, à l'aide d'un chiffre connu uniquement du secrétaire privé du pape, détaillaient le cas de sœur Margherita d'Avignon en 1348, une jeune novice qui avait commencé à parler dans la langue du vide, après sa découverte près des fondations d'un temple romain, produisant des vocalisations qui provoquaient des stigmates spontanés chez ceux qui les écoutaient et des brûlures géométriques qui apparaissaient sur les objets sacrés en sa présence. Les documents du père Toretti révélaient que le pape Clément VI avait établi un ordre ecclésiastique secret, le Silentium Aeternum, spécifiquement chargé d'identifier et de contenir ces manifestations, tenant des registres détaillés de 17 cas similaires entre 1348 et 1819.
chacun étant précédé par la découverte d'artefacts pré-chrétiens et suivi de disparitions localisées que les archives de l'Église attribuaient officiellement à la peste, à la guerre ou à des catastrophes naturelles. Le lien avec des textes interdits devint évident lorsque le père Toretti produisit une copie partielle du Liber Vocis Alienae, écrit par l'érudit excommunié frère Aldrich en 1423, qui avait tenté de créer un dictionnaire complet de la langue impossible avant sa mort mystérieuse, son corps ayant été retrouvé retourné de l'intérieur dans une cellule de monastère verrouillée, mais respirant encore, d'une manière ou d'une autre, pendant 3 jours. Les méthodes de suppression de l'Église, documentées dans un texte intitulé Protocolla Continendi, incluaient des exigences architecturales spécifiques pour des chambres de confinement construites en utilisant une géométrie sacrée qui créait ce qu'ils appelaient des espaces nuls, des zones où les lois de la réalité physique étaient renforcées par une prière constante et le placement stratégique de miroirs en argent béni disposés selon des motifs qui réfléchissaient le son sur lui-même jusqu'à ce qu'il cesse d'exister. Le plus révélateur était la compréhension du Vatican de ce qu'ils appelaient la contagion par la compréhension, le principe terrifiant selon lequel la langue elle-même n'était pas simplement un moyen de communication, mais un concept viral qui se propageait par la compréhension. Plus on en comprenait le sens, plus le cerveau se restructurait pour accueillir des pensées que la neurologie humaine n'a jamais été conçue pour traiter. La correspondance secrète du cardinal Giuseppe Antonelli de 1671 avertissait que le danger ne réside pas dans l'écoute des mots, mais dans le commencement de leur compréhension, car la compréhension ouvre des portes dans l'esprit par lesquelles des choses qui ne devraient pas être peuvent entrer dans notre monde, et décrivait des cas où des monastères entiers avaient dû être scellés et brûlés après que des moines eurent atteint une traduction partielle, leur compréhension accrue leur permettant de percevoir et d'interagir avec des dimensions qui chevauchaient de la nôtre. Les rituels de protection que le père Toretti tenta à Thornfield, impliquant des cycles de prières spécifiques entonnés à des fréquences destinées à contrer les vocalisations de la jeune fille, semblèrent initialement stabiliser la situation jusqu'à ce que la patiente 47 commence à incorporer les phrases latines dans ses propres schémas de paroles, corrompant les paroles sacrées en quelque chose qui fit suinter du sang des yeux du Christ sur le crucifix de Toretti et provoqua la transmutation du vin de communion de la chapelle de l'asile en une substance qui se déplaçait contre la gravité et murmurait des preuves mathématiques lorsqu'on l'observait. Le 3 janvier 1822, le docteur Edmund Harwick mena ce qui allait devenir la dernière séance documentée avec la patiente 47. Un enregistrement qui ne survécut que parce que son assistant avait caché les cylindres de cire à l'intérieur d'un conteneur médical doublé de plomb qui, d'une manière ou d'une autre, les isola de ce qui suivit. La transcription, combinée avec les dernières entrées du journal de Harwick, révèle une conversation qui a fondamentalement remis en question la compréhension de l'humanité quant à sa place dans l'ordre cosmique, commençant lorsque la jeune fille, parlant pour la première fois dans un anglais accentué mais clair, déclara « Vous m'avez étudié assez longtemps, docteur. Il est temps que vous compreniez ce que vous avez observé. » La transformation de son attitude fut immédiate et terrifiante. Disparue était l'enfant confuse et apparemment perturbée, remplacée par quelque chose qui portait la forme d'une jeune fille, mais parlait avec le poids des éons, sa voix portant des harmoniques qui faisaient osciller l'équipement d'enregistrement entre la fonctionnalité et l'impossibilité mécanique. Lorsque le docteur Harwick lui demanda son nom, elle répondit d'abord dans sa langue impossible, un son qui, lors de sa lecture en 1923, provoqua des crises psychologiques immédiates chez 3 chercheurs, avant de le traduire par « Je suis l'écho de la première équation, le reste de la division de la réalité par la possibilité »,
et au moment où elle prononça ces mots en anglais, tous les miroirs de Thornfield se fissurèrent simultanément en spirale parfaite, les fondations de l'asile se déplacèrent de 3 pouces vers le nord, malgré l'absence d'activité sismique. Et 17 horloges dans tout le bâtiment se mirent à fonctionner à des vitesses différentes, créant une cacophonie temporelle qui fit vieillir ou régresser plusieurs membres du personnel dans des poches isolées de temps accéléré ou inversé. La révélation qu'elle fournit sur la perception humaine fut peut-être l'élément le plus troublant de toute l'affaire. L'humanité, expliqua-t-elle à travers des mathématiques douloureuses à contempler, existait dans un univers qui n'était que l'ombre projetée par la vraie réalité, une coupe transversale tridimensionnelle de quelque chose d'infiniment plus complexe, et la conscience humaine n'était jamais censée évoluer au point de pouvoir percevoir au-delà de ses limitations. « Vous êtes les rêves de dieux endormis, déclara-t-elle, et votre éveil n'a jamais fait partie du plan. » Son message principal sur le but de l'humanité s'avéra encore plus terrifiant dans ses implications. Les humains n'étaient pas la création intentionnelle d'une quelconque force divine, mais plutôt un sous-produit accidentel de processus cosmiques, une sorte de cancer de la réalité qui avait développé la conscience comme une mutation, et notre conscience en expansion menaçait de déstabiliser les fondations mathématiques qui maintenaient les dimensions séparées, nos pensées mêmes agissant comme une érosion sur les barrières entre les mondes. La traduction complète de sa dernière vocalisation étendue, réalisée seulement lorsque 3 linguistes travaillèrent simultanément, tandis que le sang coulait de leurs oreilles, révéla que la Terre existait à un point d'intersection dimensionnelle, une faille cosmique où de multiples réalités se touchaient, et que la population croissante et l'avancement technologique de l'humanité affaiblissaient ses frontières. Lorsque 8 milliards d'esprits rêveront en même temps, prophétisa-t-elle, le poids de leur conscience brisera la coquille de la réalité comme un œuf, et ce qui éclora remodèlera l'existence sous des formes que les mathématiques ne peuvent décrire. L'évacuation de Thornfield commença à 4h17 du matin, le 4 janvier, lorsque la géométrie du bâtiment commença à défaillir, les couloirs s'étendant à l'infini, les pièces existant simultanément dans le même espace, et les cris des patients et du personnel résonnant de directions qui ne correspondaient à aucune caractéristique architecturale. Le dossier officiel de ce qui s'est passé à l'asile privé de Thornfield stipule que le 4 janvier 1822, un incendie causé par une lampe à huile renversée a détruit l'établissement, coûtant la vie à 37 personnes, patients et personnel compris. Une tragédie attribuée à la structure en bois vieillissante du bâtiment et à des mesures de sécurité inadéquates. Cette fabrication, orchestrée par le comité consultatif spécial de la Couronne quelques heures après l'évacuation, a nécessité l'altération systématique des registres du comté, des archives de journaux et même de la correspondance privée, les agents de M. Blackstone visitant chaque publication majeure du Yorkshire pour s'assurer que des récits préécrits de l'incendie tragique remplacent toute mention des événements réels, tandis que les ruines effectives de Thornfield furent dynamitées et brûlées jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une terre calcinée qui, même aujourd'hui, refuse de supporter toute végétation. Les 23 témoins survivants furent dispersés à travers l'Empire en l'espace de 2 semaines. Le docteur Harwick fut affecté à un poste médical isolé en Tasmanie, où il mourut 3 mois plus tard, dans des circonstances que le bureau colonial jugea compatibles avec une maladie tropicale, bien que sa dernière lettre parlât de « toujours entendre sa voix dans le vent de la mer de Tasman ». L'infirmière Catherine Blackwood fut internée à l'hôpital de Bethlehem avec un diagnostic d'hystérie aiguë, où elle passa le reste de ses années à dessiner des motifs géométriques que le personnel avait pour instruction de brûler immédiatement. L'infirmier James Morrison émigra au Haut-Canada
où il disparut dans la nature sauvage près du lac supérieur, laissant derrière lui une cabane dont les murs étaient couverts d'équations écrites avec ce qui semblait être son propre sang gelé. La suppression systématique s'étendit aux preuves matérielles, les agents du gouvernement confisquant toute la documentation, bien que le docteur Harwick, avec prescience, ait caché son journal personnel et plusieurs enregistrements sur cylindre de cire dans une malle à double fond qu'il envoya à son neveu en Écosse, avec l'instruction de la garder scellée pendant 100 ans, une collection qui referait surface lors d'une vente de succession à Édimbourg en 1923, avant de disparaître dans les archives privées de collectionneurs qui en comprenaient la signification. Les effets à long terme sur ceux qui avaient entendu la langue de la patiente 47 se révélèrent impossibles à supprimer entièrement. 7 anciens employés de Thornfield furent documentés dans des revues médicales tout au long des années 1820 et 30 comme souffrant de hallucinations acoustiques qui les faisaient parler en langue pendant des crises, produisant des sons que de multiples médecins notèrent comme semblant provenir des murs environnants plutôt que de leur gorge, tandis que 3 enfants nés d'infirmières, ayant assisté la patiente 47, montrèrent des capacités troublantes, y compris la jeune Margaret Fielding Jr., qui, à l'âge de 4 ans, fut trouvée en lévitation à 6 pouces au-dessus de son lit, tout en récitant des nombres premiers dans une langue que sa mère reconnut avec terreur. La formation de la Custodia Silenti, une société secrète établie par des fonctionnaires, des médecins et des autorités ecclésiastiques survivants qui avaient été témoins des événements de Thornfield, créa un réseau dédié à la surveillance et à la suppression de manifestations similaires, tenant des registres détaillés de cas suspects, tout en développant des protocoles de confinement basés sur les méthodes partiellement réussies du père Toretti, leurs archives incluant finalement des rapports d'incidents comparables à Prague, 1834, Calcutta, 1851, et Salem, 1878, chacun mettant en scène de jeunes filles parlant des langues impossibles près de sites d'importance ancienne, chacun se terminant par des disparitions localisées que l'histoire officielle a oubliées. Les implications de l'incident de Thornfield sont restées enfouies dans des archives classifiées jusqu'en mai 2019, lorsqu'une vente de succession à Édimbourg a mis au jour une collection de cylindres de cire et de documents qui avaient d'une manière ou d'une autre échappé à l'attention de la Custodia Silenti pendant près de 2 siècles, achetés pour 12 livres sterling par une ingénieure du son numérique nommée Sarah Chen, qui pensait acquérir des enregistrements musicaux de l'époque victorienne. L'analyse numérique qu'elle a menée aux archives sonores de l'Université d'Édimbourg a révélé quelque chose que la technologie du XIXe siècle n'aurait jamais pu détecter. Superposées dans les vocalisations de la patiente 47 se trouvaient des fréquences s'étendant bien au-delà de l'ouïe humaine. Contenant des motifs de données structurées qui ne ressemblaient à rien tant qu'à des informations numériques compressées, bien qu'antérieures à l'ère de l'informatique de plus d'1 siècle, certains segments semblant encoder des algorithmes mathématiques complexes que les ordinateurs quantiques modernes ont reconnus comme des solutions à des problèmes de topologie multidimensionnelle. Lorsque Chen a mis en ligne un échantillon de 30 secondes pour demander de l'aide linguistique, le fichier a été téléchargé 47 000 fois en 3 heures avant d'être mystérieusement supprimé de toutes les plateformes simultanément. Mais pas avant que des neurologues de Johns Hopkins ne signalent que 7 patientes dont ils avaient la charge, toutes des adolescentes traitées pour divers troubles dissociatifs, avaient commencé à parler des langues identiques à celles de l'enregistrement, bien qu'elles n'aient jamais été exposées au matériel. La documentation médicale contemporaine a été délibérément supprimée, mais des rapports ayant fuité décrivent des cas dans des établissements psychiatriques de 12 pays où des patientes adolescentes ont spontanément commencé à produire les mêmes vocalisations impossibles, les scanners IRM montrant que leur activité cérébrale
formaient des motifs géométriques identiques à ceux que le docteur Harwick avait esquissés en 1821, tandis que leur tissu cérébral lui-même semble se restructurer en des configurations qui ne devraient pas être compatibles avec la conscience humaine. Le lien avec les phénomènes modernes inexpliqués devient encore plus troublant si l'on considère que les zones où ces nouveaux cas sont apparus, Sedona, Arizona, Glastonbury, Angleterre, Mount Shasta, Californie, correspondent exactement à des endroits où des détecteurs de neutrinos souterrains ont enregistré des lectures anormales suggérant que l'espace-temps lui-même est devenu instable. Un rapport classifié du CERN décrivant des fluctuations de la membrane dimensionnelle conformes au modèle théorique des points d'intersection de la réalité. La recherche du véritable destin de la patiente 47 s'est intensifiée suite à la découverte qu'elle n'est jamais morte dans l'incident de Thornfield. L'analyse ADN généalogique d'échantillons de cheveux conservés dans la collection du docteur Harwick ne correspond à aucune population humaine connue, contenant des marqueurs génétiques qui suggèrent soit une antiquité extrême, soit, de manière plus impossible, des séquences qui semblent avoir été artificiellement construites en utilisant des principes mathématiques plutôt que l'évolution biologique, amenant certains chercheurs à proposer que la patiente 47 n'était pas du tout une jeune fille perturbée, mais quelque chose qui avait appris à approximer la forme humaine afin de servir de vecteur de transmission pour la langue elle-même. Le danger d'atteindre une traduction complète est devenu apparent avec le cas du docteur Michael Brennan, le linguiste du MIT qui, en 2021, a prétendu avoir décodé le sens complet du message central de la patiente 47, pour être retrouvé 3 jours plus tard dans son bureau scellé, son corps intact, mais sa conscience apparemment dispersée à travers l'espace des probabilités. Les images de sécurité le montrant traversant les murs avant de disparaître complètement, ne laissant derrière lui qu'un avertissement écrit de sa propre main. Ne cherchez pas à comprendre, la compréhension est la clé qui ouvre la porte, et ce qui attend de l'autre côté est patient depuis si longtemps.